Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalebi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Au sommaire ce soir, nous allons revenir sur l'actualité, bien évidemment. Comment ne pas évoquer cette grande date, le 1er novembre 54. C'est donc le départ, le déclenchement de cette Toussaint Rouge après plusieurs années de colonisation française. La guerre est déclarée en Algérie. On va y revenir avec nos invités. On va rendre hommage, bien évidemment. On va revenir sur ce manifeste. Nos invités nous parleront aussi d'histoire. On a une pensée notamment pour les six, le groupe des six, comme on les appelle. Paix à leur âme, Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulahid par exemple, ou encore Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche. On a une pensée pour eux, pour leur famille, Krim Belkacem ou encore Larbi Ben Hedi. On va donc revenir sur le 1er novembre 1954, début, je vous le disais, de la guerre d'Algérie, 68 ans après le déclenchement de la Toussaint Rouge. Encore aujourd'hui des slogans qui reviennent. On va essayer de revenir avec nos invités et d'évoquer cette période de 2019-2022, des slogans qui reviennent. Le peuple veut l'indépendance, une indépendance territoriale acquise. Certes, c'est ce qu'on peut entendre, notamment auprès des militants, des analystes, des Algériens, mais toujours peut-être ce manque d'indépendance, de liberté, d'éducation, de santé. Toujours un pays assoiffé et en attente de pouvoir exercer une souveraineté pleine et entière. On a encore vu ces derniers temps dans le cadre de ces marches, notamment il y a encore quelques minutes à Ottawa ou au Canada ou encore à New York, à Paris, à Madrid notamment, libérer le peuple des années après, en 2022 aujourd'hui. Je vous le disais donc, les idéaux de la révolution de 1954 ont-ils été trahis? On va y revenir bien évidemment. Nous reviendrons donc sur cette date, pas n'importe quelle date, puisque c'est une date donc qui appartient à tous les Algériens et les Algériens, une date qui est appréciée, qui est aimée. Et on se pose une question aussi ce soir. Quand on fait référence aux 54 engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune, quand on fait référence donc à ce 1er novembre de constitution, de référendum concernant la constitution, et quand on fait référence au sommet arabe, on va en parler ce soir en ce 1er novembre, et bien une question qui se pose: est-ce que cette date qui, je vous le disais, appartient, qui est chère à tous les Algériens et les Algériennes, n'est-elle pas amenée peut-être à perdre de son sens? En tout cas, n'y a-t-il pas un message derrière, notamment toutes ces actualités que met en place notamment le président et ses équipes? Donc peut-être une date qui est en train de se retrouver ailleurs qu'à sa place dans l'histoire de l'Algérie. Et puis le sommet arabe avec nos invités, on va en parler. C'est la première fois depuis 3 ans. Il y a eu des reports, vu la Covid, donc ce virus, il y a eu plusieurs reports. Et bien ça a lieu aujourd'hui, demain, 1er et 2 novembre. Donc les États membres de la Ligue arabe qui se réunissent à Alger. Un sommet qui se déroule tout de même dans un contexte assez particulier. On peut parler donc de favorable, notamment pour l'Algérie, avec cette crise géostratégique, avec cette crise autour notamment des hydrocarbures, du gaz. Une question qui se pose: est-ce que l'Algérie, qui n'a jamais été d'ailleurs aussi convoitée que ces derniers temps, n'a pas tout à gagner? C'est la question qu'on posera à nos invités. Le président algérien tient-il, qui tente aussi peut-être de retrouver une certaine légitimité, crédibilité, visibilité à l'international, mais peut-être aussi auprès de son peuple? Un sommet qualifié par le pouvoir algérien donc de solidarité, de vouloir asseoir une solidarité inter-arabe, voilà les mots exacts, de pays donc unificateurs, de rassembleurs. Mais comment peut-on parler de rassembler et se dire unificateur avec toutes les défections? Et oui, énormément de défections, l'absence des chefs d'État, notamment des grands pays influents du monde arabe. On se rappelle tout de même que le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé qu'il y aurait la présence de tous les principaux États, notamment les chefs de ces États. Le prince d'Arabie Saoudite est absent, le roi du Bahreïn est absent, le sultan d'Oman est absent, entre autres. Le roi du Maroc est absent, son ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Alger aujourd'hui. On va revenir bien évidemment sur toutes ces actualités. Sur le plateau, le plaisir de le retrouver, Brahim Younsi. Bonsoir, cher Brahim Younsi. Bonsoir, Chaban. Merci d'être avec nous, ancien cadre du MDA de 82 à 88, fidèle aussi à l'émission. Merci d'être avec nous, cher Karim Tabou, opposant politique. Merci de l'invitation, mes salutations aux invités et à nos téléspectateurs.
Merci infiniment, cher Karim Tabou, d'être fidèle et d'être présent ce soir. Va venir nous rejoindre Abbas Hamadan, donc analyste politique, juriste. Karim Tabou, je vais commencer avec vous. On va ouvrir tout de même cette soirée, 1er novembre 54. Si je vous donne cette date, historiquement, c'est une date à laquelle est très très attaché les Algériens, les Algériennes, le citoyen que vous êtes. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui en 2022? C'est sûr que la date du 1er novembre intéresse tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Le 1er novembre fut la date du déclenchement de la révolution. Et cette révolution, dans l'appel même du 1er novembre, on peut comprendre de l'appel du 1er novembre 3 promesses fut donnée au peuple algérien. La première promesse, c'est l'indépendance du pays. Et pour ce faire, une lutte armée a été déclenchée. Et puis une mobilisation politique, mais également un travail diplomatique des Algériens en interne, mais également des Algériens à l'étranger. La deuxième promesse fut la mise en place d'une république démocratique et sociale. Il est très important de rappeler qu'en 1954, et même avant 1954, les dirigeants algériens, les chefs de la révolution algérienne, se projetaient déjà dans le projet de la mise en place d'une république démocratique et sociale. Alors que dans la région, la Tunisie n'était pas totalement une république. En Libye, la logique monarchique était là déjà, au Maroc également, et pratiquement dans toute la région, c'était pas évident de penser, de réfléchir à l'avance sur la nécessité de mettre en place un État démocratique et social. Et puis, par la suite, le congrès de la Soumam vient compléter cette définition en mettant la nécessité de mettre en place un processus qui devait aboutir à la construction, une vraie construction de toute l'Afrique du Nord, également d'une république démocratique et sociale qui ne soit pas arrimée ni à l'Occident, ni à l'Orient, et qui soit véritablement une république ancrée dans les valeurs sociales, dans les valeurs démocratiques et dans les valeurs algériennes. Mais également la troisième promesse de l'appel du 1er novembre, c'est justement se projeter dans la construction d'un ensemble du Maghreb. Il n'a pas été dit avec ces mots, mais dans la projection de l'appel du 1er novembre, c'était créer les conditions, trouver les mécanismes par lesquels on va aller vers la mise en place d'un ensemble démocratique au niveau de toute l'Afrique du Nord. Voilà le vrai projet pour lequel 1,5 million shahids sont tombés, des meurtrissures, des traumatismes, des sacrifices énormes. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui parler du 1er novembre sans évoquer et sans mettre comme élément d'évaluation, de débat, avons-nous réalisé ces promesses? Avons-nous concrétisé ces promesses? C'est un débat. Et je pense, dans votre présentation de l'émission, vous avez évoqué l'indépendance du territoire. Mais l'indépendance comme jouissance de la plénitude des droits, des libertés des Algériens, c'est un débat. C'est un débat parce que autant au temps colonial qu'actuellement, les Algériens ressentent de la peur, de l'hésitation quand ils ont affaire à l'administration, quand ils ont affaire à la police, quand ils ont affaire à la gendarmerie, quand ils ont affaire... Parce qu'au fait, l'indépendance n'a pas pu dégager les Algériens de leur peur.
l'indépendance entre guillemets, telle qu'il est programmée, telle qu'il est vécu, telle qu'il a été traduite, n'a pas défait la peur, n'a pas défait le mensonge, n'a pas défait la hogra, n'a pas défait l'exploitation, bien au contraire, et vous l'avez évoqué, lors du Hirak, ils étaient des millions à avoir proclamé, à avoir revendiqué d'une manière claire, le peuple veut l'indépendance. C'est-à-dire que très clairement, pour reprendre la parole du peuple, l'indépendance fut confisquée, l'indépendance fut détournée. Maintenant, oui, c'est vrai, même au niveau officiel, on parle du 1er novembre, on célèbre le 1er novembre, mais au fil des années, nous avons bien compris que ce système s'accapare de tout, s'accapare des dates, s'accapare des mots, s'accapare des concepts. Il s'est accaparé de la révolution pour mieux la détourner, il s'est accaparé du socialisme pour aller vers un système de corruption, un système de rente et de corruption. Il a détourné la réconciliation pour consacrer l'impunité, il a détourné le mot de la démocratie pour faire une démocratie de façade, il a détourné l'amshaml pour au fait créer les conditions de l'amshaml du pouvoir, mais le peuple est totalement exclu. En fait, c'est un pouvoir, pour évaluer simplement, c'est un pouvoir qui a consommé l'histoire, qui a consommé les valeurs, qui a consommé le temps, qui a consommé la jeunesse, qui a consommé le gaz, qui a consommé le pétrole, ne le laissant pas consommer notre espoir. Un espoir qui... Si nous évoquons aujourd'hui le 1er novembre, et si nous débattons sur ce sujet, pour moi, c'est tout simplement dans la perspective de mettre un miroir devant les Algériens pour leur dire, voilà, il y a eu des exemples, des moments difficiles, des défis que le peuple algérien a pu relever. Il est grand temps de faire la même chose. Et de on va y revenir, on va y revenir, cher Karim Tabou, bien sûr, de cette continuité, puisque c'est aussi la continuité du Hirak. C'est encore énormément marché et scandé aux quatre coins du globe, puisque les images parlent d'elles-mêmes. On va s'arrêter sur ces quelques images, notamment où on rend hommage notamment aux Shuhada, aux Moudjahid, et ça va nous permettre aussi, on vous dit tout, on est en direct, d'installer notre ami Abbas Hamadan qui va venir nous rejoindre. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل Écoutez-moi. Retournez chez vous. يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرم
De retour sur le plateau de Microscope ce soir, on rend hommage à cette grande date du 1er novembre 54 et on va revenir en parallèle sur ce sommet arabe qui a lieu actuellement sur Alger avec le président Abdelmadjid Tebboune qui accueille tous ces chefs d'État, entre autres puisqu'il y a énormément de défections, on en parle ce soir. Algérie 2 points, vous l'avez vu le titre, hein, l'indétournable 1er novembre 54. Il vient de nous rejoindre, cher Abbas Hamadan, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir Brahim et puis bonjour Zulfilaoun, salam alaikum à tous ceux, toutes et ceux qui nous regardent. Merci infiniment. Merci à tous les trois d'être là ce soir. Comme vient de l'évoquer un peu dans la fin de ses propos, Karim Tabou, hein, qui fait un peu une transition maintenant, on est en 2022 et il parle donc d'un pouvoir qui s'est accaparé pas mal de choses. On va en parler avec vous sur le plateau selon donc quelques éléments importants. Selon la coordination des actions Hirak de plusieurs villes européennes et nord-américaines, aujourd'hui il y aurait plus de 326 prisonniers d'opinion, 6 femmes, 11 000 ont été incarcérés, beaucoup sont sous contrôle judiciaire, 160 prisonniers politiques des années 90 sont emprisonnés. On parle de maltraitance, de torture. Voilà ce qui se passe donc en 2022 en Algérie et pas plus tard qu'aujourd'hui, donc arrestation hier et aujourd'hui donc de Abdelrani Ben Ranem devant chez lui, donc Beraki dans la wilaya d'Alger, et ce matin 1er novembre c'est Mohamed Bouhla sur son lieu de travail à Babzoua, donc près de l'aéroport au sein de la capitale, qui lui donc s'est vu se faire arrêter par des agents de la sûreté civile. C'est pour aussi avoir une pensée aux détenus. Brahim Younsi, vous avez la parole, 1er novembre 54. Si vous me permettez. Je vous en prie. Juste pour reprendre Karim Tabou, qui n'a pas cité complètement le but recherché par la déclaration ou l'appel du 1er novembre. Il s'est arrêté au social. Or, ça continue. Pour ce qui est de la déclaration de novembre, quand on cite des textes, il faut les citer complètement. La déclaration de novembre dit la chose suivante: la restauration de l'État algérien démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Voilà la déclaration authentique de novembre 1954. Et elle ajoute que, bien sûr, que la révolution qui s'est déclenchée le 1er novembre respecter ou allait respecter toutes les libertés fondamentales et sans distinction de race ou de confession. Sur aussi la réalisation de l'unité nord-africaine, la déclaration de novembre dit que la réalisation de l'unité africaine dans son cadre naturel arabo-musulman. Ces deux choses-là, je ne crois pas que Karim Tabou l'a fait délibérément, qu'il les a tronquées volontairement. Mais je crois que c'est essentiel de le dire parce que, vous l'avez dit, il y a des contradictions qui se posent quelques mois plus tard, disons moins de 2 ans plus tard, il y a des contradictions qui se posent et ce débat continue aujourd'hui. Je veux dire, bon, on ne va pas anticiper sur les dates ou sur l'histoire à propos, par exemple, de ce qu'on a appelé le congrès de la Soumam ou la plateforme de la Soumam qui, elle, en effet, a biffé, a purement et simplement gommé le cadre des principes islamiques et a vu autrement la réalisation de l'unité nord-africaine. Je crois que c'est ça la réalité. D'autre part, sur la question, ça c'est le but du 1er novembre, du déclenchement de la révolution de novembre, c'est cela. C'est la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Mais aussi, sur le plan interne, il y avait des contradictions. Cette révolution n'est pas tombée du ciel parce qu'il y avait des contradictions entre les acteurs politiques et singulièrement dans le parti le plus important à l'époque, le PPA-MTLD. C'est cela aussi qui fait que... Et qu'est-ce que dit la déclaration de novembre? Elle dit que la déclaration disait qu'elle voulait anéantir tous les vestiges de la corruption et du réformisme. C'est dire qu'il y avait des éléments à l'intérieur même du PPA-MTLD. Ailleurs, nous le savions. Concernant les oulémas, ou l'UDMA, ou le Parti communiste, etc., nous le savions. Mais dans le PPA-MTLD, il y avait des réformistes, c'est-à-dire des électoralistes qui ne voulaient pas passer à la phase de la contre-violence, non pas de la violence, de la contre-violence, parce que la colonisation en elle-même était une violence.
Abbas Hamadan, un mot sur ce 1er novembre 54 pour vous en général, et puis après j'aimerais aussi avoir un peu vos points de vue. Les décennies ont passé, les générations ont grandi. Aujourd'hui on a des enfants, des petits-enfants de Moujahid, de Shuhada qui sont restés sur le front pour sortir de l'Algérie de la colonisation et qui aujourd'hui ont toujours les mêmes pancartes, on l'a encore vu ce week-end. Mais dans un premier temps, si je vous dis 1er novembre 54 pour vous? D'abord, je tiens à saluer Karim Tabou tout à l'heure parce que je suis arrivé un peu avec une certaine précipitation, donc je salue mon ami et frère Karim Tabou. Alors, le 1er novembre 54, en fait, il faut pas le prendre comme une photographie figée. C'est un jalon parmi tant d'autres du mouvement national qui a commencé au début du 20e siècle. Avec la naissance notamment de l'étoile nord-africaine, etc. Donc après, ce qu'il faut souligner par rapport au 1er novembre, c'est qu'il y avait une génération de jeunes qui avaient pris la responsabilité. Ces jeunes-là sont, pour la plupart, pour la majorité écrasante, ceux qui ont décidé de passer à la lutte armée. Pour la majorité écrasante, c'était des membres de l'OS, l'organisation spéciale fondée essentiellement inspirés par Aït Ahmed. Donc, ils ont en fait, à contre-courant, au moment où personne ne les attendait, au moment même où on ne savait pas, c'était très hypothétique, est-ce que cette déclaration allait être suivie, soutenue par la population et tout, ils ont, par une espèce de clairvoyance politique, ils ont décidé de passer à la lutte armée. Pourquoi? C'est pas par par esprit parce qu'ils sont violents par nature, comme certains ethnologues colonialistes persistent à le dire encore aujourd'hui, mais parce que toutes les voies pacifiques ont été épuisées. Et puis, je considère que moi, le 8 mai 45 comme un point de rupture. C'est là où ces jeunes-là ont pris conscience qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'emprunter la voie de la lutte armée. Alors 8 mai 45, on peut rappeler, c'est ce qu'on appelle l'autre 8 mai 45. C'est aussi des assassinats du côté de Guelmar, Kherata, si je ne me trompe pas. Au début, en fait, c'est Sétif, Guelmar, Kherata, mais après, c'est devenu national. On en parle moins parce qu'après, la révolte populaire, elle s'est propagée à l'échelle pratiquement dans toutes les grandes villes et moyennes villes d'Algérie. Alors, je ne sais pas si on va revenir parce que pour moi, l'histoire, c'est des individus ou des sociétés, c'est des dynamiques, c'est histoire de dynamique. Donc, qui dit dynamique, des ruptures et continuité. Donc, si on essaye d'analyser un peu les choses, la situation, sous cet angle-là de rupture et tout, ça nous permet au niveau méthodologique de voir, par exemple, à l'indépendance, qu'est-ce qui est resté avec le colonialisme, quels sont les points de rupture, etc. Du point de vue méthodologique, ça aide beaucoup à la clarification. Je ne sais pas si on peut revenir un peu sur le sujet. On aura quelques minutes. Karim Tabou avec nous, en direct d'Alger. Karim Tabou, d'abord, je voudrais qu'on soit un peu aussi dans la continuité, si vous le souhaitez, de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Maintenant, on est en 2022. Est-ce que quelque part, question un peu directe et précise, est-ce que vous qui êtes algérien, vous aimez ce pays plus que tout? Aujourd'hui, ce qu'on peut voir maintenant depuis plusieurs années, depuis déjà 2019, mais bien avant, je crois que c'est une continuité, déjà depuis 62, depuis l'arrivée du parti unique, parce qu'il y a eu le FLN 54, mais après 62, ça a été un autre FLN. Est-ce qu'on peut dire que depuis toutes ces décennies, le peuple est toujours en quête d'indépendance, cette autre indépendance qu'on peut lire et entendre sur les lèvres des militants, des Algériens, des Algériennes en Algérie, mais pas que? Oui, bien sûr. Juste une petite précision. Je vous en prie. Moi, je ne suis pas partisan de la dichotomie appel du 1er novembre et la plateforme de la Soumam. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'appel du 1er novembre fut un des actes de rupture qui a fait un trait
et qui mettait très clairement une limite sur la définition de l'Algérien lui-même, de l'État algérien, par rapport à la colonisation, et le congrès de la Soumam, et la continuité, la complémentarité, c'est la projection de l'État algérien futur, sur quelle base il devait se mettre en place. L'histoire va enregistrer et garder dans ses annales les actes de trahison, des actes de détournement de tout un chacun. Ce rêve a été, pourtant, a été réalisé par des sacrifices énormes. Malheureusement, le lendemain de l'indépendance, et l'histoire en a enregistré cela, et nous payons de nos jours les conséquences de ce détournement, de cette confiscation des violences qui ont été menées à partir de 62, et la consécration d'ailleurs d'un fait, d'une situation, d'un État qui est tout simplement le détournement du rêve, de l'espoir de tous les Algériens, et la consécration du fait accompli, de la puissance de l'institution militaire qui a pris le dessus sur la nécessité de mettre en place un État. Au fait, depuis cette date, on a enraciné dans la tête des gens, d'une partie en tout cas qui s'est rendue complice à cette époque, de l'idée que l'armée fut l'État et que l'armée devait être l'État. Et de nos jours, nous sommes en train de voir très clairement le problème qui tire ses racines justement de cette fausse définition de l'État. De nos jours encore, il y a persistance de cette idée que l'État est l'armée, que la puissance de l'État, c'est la puissance des institutions sécuritaires. Et on a oublié de le dire et de tout faire pour le réaliser, que la puissance de l'État, c'est la puissance du peuple, c'est la puissance de l'université, c'est la puissance du savoir, c'est la puissance de la société, c'est la puissance de l'État dans tous ses compartiments. Et malheureusement, aujourd'hui, à la place de la mise en place d'un État, c'est un pouvoir qui a pris la place de cet État, et nous sommes en train de payer les conséquences. Plus encore, nous sommes en train de revendiquer la vraie indépendance, parce que les Algériens sont là et ils constatent très clairement qu'ils n'ont ni les libertés, ni le droit de s'occuper eux-mêmes de leurs affaires, ni un droit de contrôle sur ce qui se passe dans leur pays. Et je passe sur les monopoles qui s'exercent sur tout, le monopole sur la décision politique, le monopole sur les richesses nationales, le monopole sur l'histoire, le monopole sur la parole, et les Algériens se retrouvent complètement exclus. C'est très clairement, les Algériens, s'ils l'ont revendiqué sur toutes les places, en Algérie et à l'étranger, dans toutes les capitales occidentales, pendant le Hirak, c'est que l'Algérien est en train de demander encore, de revendiquer encore l'indépendance. Bien sûr que l'indépendance, lorsque vous l'analysez en 62 et vous l'analysez aujourd'hui en 2022, l'indépendance, c'est la jouissance des droits. C'est la plénitude des libertés, c'est se sentir citoyen, c'est avoir tout simplement le droit, comme l'a si bien dit Del Hussein Rabbi Yarhamou, le droit d'avoir des droits, le droit d'exister en tant que tel. Malheureusement, on est encore sous domination d'un pouvoir qui tient le monopole de tout. Merci, merci, cher Karim Tabou. Je reviens à vous. Je crois qu'on comprend la situation aujourd'hui des Algériens maintenant depuis plusieurs années. Karim Tabou nous parle de domination. Les chiffres sont là, les manifestations sont là. Je sais que vous vouliez réagir, Brahim Nounsi, vous allez bien sûr réagir sans problème. Peut-être une question. Alors je sais que vous allez me dire qu'il faudrait peut-être des heures, mais qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui connaissent pas bien ce pays ni l'histoire?
Qu'est-ce qui s'est passé en 63, 64, 65, 66, pour aller vite vraiment, chacun, messieurs, parce que le temps passe et je voudrais vraiment qu'on parle du sommet arabe. Mais pourquoi l'Algérie n'est pas libérée en 62 et puis voilà, le FLN continue et le pays grandit et il serait peut-être autre chose avec une belle jeunesse aujourd'hui qui vivrait... Pour que nous puissions parler de votre sujet et de tous les sujets, il faudra que nous soyons brefs les uns et les autres et être concis. Ce que j'ai dit, il n'y a pas de dichotomie de ma part. Ce que je dis, et je le répète, quand on cite un document, parce que c'est un document important et officiel, il faut le citer intégralement. Voilà ce que je dis. Moi, quand je cite la plateforme de la Soumam, je la cite dans son texte, que je sois d'accord ou je ne sois pas d'accord. Voilà ce qu'elle dit. Voilà ce que dit la déclaration de novembre. Elle parle des principes de l'islam et elle parle d'un Maghreb dans le cadre arabo-musulman. C'est clair. Personne ne peut gommer cela. Maintenant, que d'autres responsables décident de se réunir et de changer les choses, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan politique. C'est leur droit. Il y a des contestations, évidemment. Il faut s'attendre à des contestations. Il y a des gens qui ont contesté. Et pour moi, à juste raison. Pour moi, à juste raison. Mais il y a des contestations qui se font parce que c'est ça aussi la politique. Quant à 62, en 62, il faut partir du début. Il faut partir de l'origine. L'origine, c'est Tripoli. Qu'est-ce qui s'est passé à Tripoli? À Tripoli, il y a eu un programme. Et un programme sur lequel tout le monde était d'accord. Il y avait une unanimité. Et une unanimité sur le parti unique. Et une unanimité sur le socialisme, sur l'option socialiste. Que le socialisme soit dévoyé ou ne soit pas dévoyé. On a parlé de socialisme et du parti unique. C'est ce que ça. Qui devait appliquer ce programme? Là, c'est posé le problème. Là, c'est posé le problème. Y compris le GPRA avait accepté qu'une nouvelle direction prenne les rênes du pays. On ne s'est pas entendu sur ceux qui devaient conduire le pays dans un bureau politique qui devait être élu. Voilà, l'élection du bureau politique n'a pas été finalisée, n'a pas été achevée. Cela a donné la crise de 62. Deux tendances se sont affrontées et il y avait des militaires d'un côté comme de l'autre, qu'on le veuille ou non. Abbas Hamadan, une réaction? Oui, en fait, le débat autour du mouvement national, de la guerre de libération, c'est un débat qui nécessite de prendre beaucoup de temps. On est d'accord. Moi, je ne vais pas participer à la déshistorisation de l'histoire de notre pays. Ça a été... on en a tellement souffert par une espèce d'idéologisation de l'histoire systématique. Je vais essayer de répondre par rapport à ce qu'a ramené l'indépendance. Je reviens un peu parce qu'il est très très important de consulter un peu l'histoire. Il y a eu, au mois de juin 1881, il y a eu le Code de l'indigénat qui a été imposé par l'administration coloniale, qui voit les Algériens, les habitants de l'Algérie, qui ont deux catégories. On a une première catégorie, c'est les Français d'origine européenne. Eux, ils ont accès à la citoyenneté. Et la question de la citoyenneté, elle est centrale hier, aujourd'hui et demain. Dans toutes les discussions, elle doit être l'axe de tous les débats. Un des axes du Hirak d'ailleurs. Voilà. Donc le deuxième catégorie, c'est les autochtones, les indigènes. Donc les premiers, ils ont accès à la citoyenneté, donc avec tous les droits que cela suppose, les droits élémentaires, l'exercice des libertés publiques et individuelles, alors que les Algériens, les autochtones, les indigènes n'avaient le droit à rien du tout. Pas le droit de sortir la nuit, pas le droit de circuler, etc., etc. Donc ils étaient privés de tout. Ils étaient considérés comme des infra-humains. Ce code-là, il a été généralisé en 87 à toutes les colonies françaises et officiellement, il a été abrogé en 1947 par l'administration coloniale
Certes, il a été abrogé dans les autres colonies, en Madagascar et l'Afrique Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, mais en Algérie, il est resté, alors que officiellement il n'existait plus. L'administration française a continué à soumettre les Algériens à ce code infâme de l'indigénat. Donc on s'attendait en 1962 à ce qu'il y ait une rupture. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de rupture, c'est-à-dire à ce que l'Algérien retrouve son statut de citoyen à part entière. Citoyen, au sens universel du terme, c'est une personne, qui jouit des droits, des devoirs, les plus élémentaires, etc. Tout cela lui a été confisqué. Donc, en fait, l'indépendance, pour moi, elle devait se traduire par deux choses. L'accès à la nationalité, c'est plus qu'une forme, et puis l'accès à la citoyenneté. On a eu l'accès à la nationalité, on est tous algériens, mais malheureusement on n'a pas eu l'accès à la citoyenneté. Merci pour ces précisions. Mais c'est bien d'apporter toutes ces complémentarités aussi, si ça nous permet Parce que Abbas Hamadan va loin dans l'histoire, et il a raison d'aller loin dans l'histoire. Et que je voudrais juste qu'on n'oublie pas la deuxième thématique de la soirée. J'aimerais vous entendre là-dessus. La question de la citoyenneté, effectivement, se pose. Et de quelle façon elle se posait? C'est-à-dire que le pouvoir colonial, le colonialisme, le pouvoir colonial, par la loi du 4 février 1919, a fini par accorder des droits à certaines catégories des Algériens, aux élites francophones essentiellement, d'accéder à la citoyenneté française par abandon du statut musulman, du statut personnel. Certains y ont accédé, et le docteur Bentami en particulier, le groupe du docteur Bentami. Et il y avait le groupe du l'émir Khalid, le petit-fils de l'émir Abdelkader, qui a refusé l'abandon du statut personnel de musulman, et que la nationalité française devait être donnée à tous les Algériens, et pas seulement à une catégorie d'Algériens. C'est dire que la question de la citoyenneté, tu as raison de la poser, elle date essentiellement là, et c'est vrai que la citoyenneté telle qu'on peut la penser et telle que nous la revendiquons, c'est vrai que dans les années de l'indépendance, cette citoyenneté a été, il faut le dire, quelque part confisquée. Mais la question doit être, à mon avis, travaillée, étudiée de façon plus profonde, et comme tu le dis, pas pour des raisons ou sur des questions idéologiques. Ça pourrait donner l'idée d'une bonne thématique, et on l'a vu en 2019 que certains Algériens, Algériennes disaient clairement on a retrouvé quelque part notre citoyenneté. Karim Tabou avec nous. Alors peut-être que vous souhaitiez aussi réagir à nouveau sur ce qui s'est dit, mais je voudrais vraiment il nous reste quelques minutes, ça passe tellement vite, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ce sommet arabe. Beaucoup de défections. D'abord, il a lieu un 1er novembre. C'est la même question pour vous trois, messieurs, comme ça, je vous laisserai vraiment échanger sans prendre la parole. 1er novembre, il y a eu les 54 engagements. 1er novembre, réforme de constitution. 1er novembre de sommet arabe. Est-ce qu'il y a derrière un message, sans spéculer ou pas, ou est-ce que c'est vraiment le hasard? Et puis, je rappelle aux téléspectateurs que Karim Tabou et notamment Abbas Hamadan ont publié deux communiqués, 2 papiers que je vous invite vraiment à retrouver, notamment sur leurs réseaux respectifs. Karim Tabou, vous dites le 31e sommet des États arabes, le chant du cygne, point d'interrogation. Comme d'ordinaire, les dirigeants arabes se suffiront des protocoles et de la langue de bois habituelle pour les besoins politiques internes et qui procèdent de la nature même de cette organisation. Les uns exprimeront leur soutien aux autres, des despotes s'assureront du soutien des potentats, les tyrans se féliciteront du consentement des frimeurs, entre guillemets, et des dictateurs, enfin, se réjouiront de la reconnaissance des oppresseurs, lors de ce sommet, comme lors des précédents. Il ne sera nullement question des droits de l'homme, ni des libertés, encore moins du respect des engagements internationaux des membres de cette organisation. À vous lire, vous n'y croyez pas du tout. Ce sommet arabe, pour vous, est-ce que c'est pas un moment important est-ce que l'Algérie aussi puisse avoir plein de choses à gagner, notamment dans le cadre de cette crise géostratégique, ou alors ça sert strictement à rien pour aller vite dans la question? Honnêtement, je me pose la question sur l'intérêt qu'accordent les peuples
de ces pays pour un sommet qui se tient à Alger. Le peuple algérien est très loin de donner de l'importance à cette rencontre. Et puis le 31e sommet, si on faisait une petite évaluation sur les engagements pris par les uns et les autres sur beaucoup de sujets, on s'aperçoit finalement que les chefs arabes se suffiront des protocoles, des discours fleuves qui sont dans leur majorité destinés à la consommation interne, à la légitimation interne. Et même à ce niveau-là, je pense que les peuples ont arrêté d'écouter ces dirigeants. Ils ont bien compris et vous faites une radioscopie de la nature des régimes de tous ces États, vous allez vous apercevoir que ce sont des régimes qui sont là protégés par une machine sécuritaire, par des institutions sécuritaires, par des mukhabarat avec toutes ces couleurs et toutes ces appellations. Et d'une manière générale, ils vont certainement focaliser sur un des sujets qui semble être le consensus, mais le consensus sur cette question fait que le vrai débat, y compris cette question, est complètement détourné. Certainement, ils vont sortir un communiqué fleuve sur la question palestinienne. Ils vont éviter d'aborder tous les sujets qui relèvent de la géopolitique, qui relèvent des relations internationales, qui relèvent de la démocratie, des droits de l'homme, des droits des peuples, etc. Pour se suffire, les Palestiniens dans leur position vont espérer des soutiens politiques, mais également des soutiens financiers de la Ligue arabe. Les uns vont être contents de recevoir des aides matérielles, financières et même politiques, et les autres vont être également satisfaits d'avoir remis au sommet cette question, mais sans toucher aux limites qui sont fixées, parce que ces États-là, jusqu'à présent, n'ont pas été capables d'accomplir des actes concrets de nature à aider les Palestiniens. Dans le fond, pour l'Algérie, Karim Tabou, le président avait annoncé la présence, l'arrivée des hauts responsables, des chefs d'État. Est-ce que vous parlez de quoi, d'échecs, de gifles? Il y a pas mal de je vais pas je les ai annoncés au départ, mais il y a pas mal de hauts chefs d'État, de responsables qui sont pas là, qui ont laissé passer leur diplomatie, leur ministre des Affaires étrangères. Il y a un message derrière ça? Moi, personnellement, je prends pas l'évaluation de cet angle, même s'ils étaient tous présents. En fait, c'est un non-événement. Parce que ce n'est pas la présence ou l'absence de ces chefs arabes qui auraient changé quoi que ce soit. Mais ça peut en dire long sur les relations, ça peut en dire long. Le roi du Maroc n'est pas là, par exemple. Dans le contenu des débats, moi, je vous dis qu'un sommet qui se tient en Tunisie ou qui se tient en Égypte ou qui se tient en Algérie dans les conditions actuelles ne changera pas grand-chose, parce que la réalité, elle est là. Il y a des divergences de fond, il y a des visions différentes, et il y a le fait que cette entité-là n'a jamais mis au cœur de ses préoccupations la démocratie, les droits de l'homme, les libertés, les peuples. C'est plus un assemblage d'appareils et d'États, de chefs d'État qui sont là coupés complètement des peuples, coupés complètement des populations. Merci Karim Tabou d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, je vous laisse, si vous le souhaitez, continuer à l'émission à nos côtés. Messieurs, il nous reste quelques minutes, on va terminer avec vous ce sommet arabe. En Algérie, 1er novembre d'abord, c'est quand même pas n'importe quelle date, Brahim Younsi, des défections aussi, et un président qui unifie, qui parle de solidarité interarabe, qui parle de rassembleur, alors qu'il y a tout de même un degré d'illégitimité autour de ce pouvoir. Ce qui est symptomatique dans cette affaire de Ligue arabe réunie à Alger, c'est l'escamotage pur et simple du 1er novembre.
la volonté du pouvoir d'escamoter le 1er novembre, et il a d'une certaine manière escamoté le 1er novembre, il l'a terni par cette réunion. Sachant pertinemment... Sans spéculer, vous pensez qu'il y a un message derrière de mettre ce sommet arabe un 1er novembre, cette constitution un 1er novembre? Je pense que oui, on peut pas ne pas y penser. Je crois que c'est une façon de vouloir banaliser le 1er novembre. C'est dur d'entendre ça, hein, quand on connaît la date du 1er novembre. C'est dur parce que ceux qui ont pris cette décision d'organiser le sommet à Alger un 1er novembre ont été très durs avec la population. C'est dire que c'est ce qui reste comme symbole. Quant aux réunions des dirigeants de la Ligue arabe, aucun sommet n'a réussi. Aucun. Je dis bien aucun, depuis le 22 mars 1945. Jamais un sommet arabe n'a abouti. Mais alors à quoi? C'est vrai qu'en lisant, en faisant des recherches, en lisant, en vous écoutant, on sent que ça ne sert à rien en fait. Mais ça n'a jamais servi à quoi que ce soit. Parce que d'abord, l'idée même de la Ligue arabe, de la formation d'une Ligue arabe, ne vient pas des Arabes. Ce sont les Anglais, c'est Anthony Eden qui a inspiré, bien avant la naissance de la Ligue arabe, une idée de rassemblement des États arabes qui étaient d'abord sous la tutelle de l'Angleterre, c'est-à-dire la Transjordanie, l'Irak et la Syrie, c'est autre chose, c'est la France, mais la Syrie aussi. C'est-à-dire rassembler les Hachémites, ou ce qu'on appelle les Hachémites, mais aussi une partie des Hachémites dans le Hijaz, qui est aujourd'hui saoudien, parce que l'Arabie saoudite a conquis le Hijaz en 1932. C'est dire que chacun de l'Irak pensait créer un grand Irak. Les Syriens, parce que l'émir Abdallah disait qu'il voulait, que les Jordaniens, il voulait créer une grande Syrie, c'est dire que déjà au départ il y avait des conflits. Et puis parmi les 7 fondateurs de la Ligue arabe en 1945, et ils étaient déjà eux-mêmes avec des orientations politiques idéologiques totalement opposées, contradictoires, telles que l'idée même d'une ligue, d'un rassemblement des États arabes était déjà au départ viciée. Je vais revenir vers vous pour une petite minute. Je vous lis tout de même, j'invite aussi les téléspectateurs et téléspectatrices, comme pour Karim Tabout, de vous retrouver sur vos réseaux sociaux, puisque vous avez aussi publié un papier. La Ligue arabe, un syndicat de dictateurs et de monarques despotiques, vous dites. La Ligue arabe est composée de régimes intraitables, cyniques, impitoyables et répressifs avec leur peuple et pleutre et rampant devant les puissances étrangères, notamment occidentales, en adoptant une attitude conciliante vis-à-vis des puissances occidentales. Ces régimes espèrent ainsi pouvoir avoir carte blanche pour bâillonner et réprimer leurs citoyens en toute impunité. Dans quelques jours, le pouvoir despotique d'Alger va accueillir un nouveau sommet de la Ligue arabe, ou plutôt un sommet de la farce politique et de l'utilité. Oui, en fait, à chaque occasion qu'il y a un sommet, en fait, ça nous donne l'opportunité de mesurer l'inutilité de cette organisation qu'il faut rappeler, comme vient de le dire Brahim, c'est la plus ancienne organisation. Mais quand on voit ce peuple, quand on voit ce peuple dans des conditions particulières, et on le voit, la liberté, l'écologie, la santé, la répression, les détenus, on a quand même tout un pouvoir, toute une présidence qui organise un tel événement. Et vos analyses, vos définitions, c'est que quelque part, c'est du vent. Excusez-moi, pour résumer un peu le... En fait, rappelez juste une chose, comme il a commencé à le faire Brahim. La naissance de la Ligue arabe, elle a été inspirée par les Anglais, parce qu'ils ont créé un problème avec l'histoire de la création d'un État israélien. Donc ils voulaient se débarrasser, se laver les mains un petit peu de cette question-là. Ils ont inspiré la création de cette ligue pour gérer ce problème, entre guillemets, ce problème palestinien. Donc si on veut, la question de la Ligue arabe, c'est devenu, depuis 1945, c'est devenu aux mains de ces despotes-là qui sont à la tête des États et des monarchies, un levier de légitimation politique, et aussi un levier qui permet à chacun d'espérer avoir le leadership sur la région.
Alors, si on considère que la question palestinienne, c'était, on va dire, la matrice qui a permis de la naissance de la Ligue arabe, et puis qui a, pendant des décennies, a constitué, a donné l'impression, a donné naissance à cette unité de façade. Donc, même cette unité de façade, cette façade-là, elle s'est lézardée complètement parce que elle s'est faite autour de l'ennemi commun qui est Israël. L'ennemi commun, Israël n'est plus l'ennemi commun parce qu'on a vu que à partir de l'Égypte, 73 et tout ça, il y a eu deux accords avec Israël, comme je l'ai cité dans l'article. On a eu des traités, froids. Et des traités chauds. Les traités chauds, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les traités d'Abraham. Donc c'est-à-dire c'est des traités qui se basent sur des relations avec Israël qui vont très 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 loin. Après, par rapport à ce sommet-là, le pouvoir algérien, comme c'est un pouvoir qui a une poutre dans chaque œil, qui voit rien. Il pensait qu'en organisant ce sommet-là, il allait en tirer des bénéfices pour essayer de compenser tous les échecs sur le plan diplomatique. Donc, je vous laisse, voilà, on m'envoie le générique, je vous laisse finir. Oui, en fait, dans la pensée hindouiste ou taoïste, ils disent qu'on peut appréhender les choses soit avec une épingle ou avec des ciseaux. Merci. Alors, les ciseaux, c'est pour couper, pour déchirer, et l'aiguille, c'est pour coudre et pour unir. Quand on voit le comportement du ministre des Affaires étrangères algérien avec la délégation marocaine, moi je trouve ça, on ne peut pas faire l'unité ou même faire semblant de l'unité avec des ciseaux à la main. Et on a vu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères marocain être accueilli par le président Tebboune. Dernier mot, je rappelle que le 24 octobre dernier aussi, vous avez publié un papier en avant-garde d'ailleurs sur la défection du côté du prince saoudien. Dernier mot, 30 secondes. Bon, cette ligue sert à créer la zizanie entre les Arabes. Voilà ce qu'elle produit et ce qu'elle a produit. C'est bien dommage. Et voilà, c'est ce qu'elle a produit. Regardez, l'Arabie Saoudite qui agresse et qui martyrise un pays, un peuple fondateur de la Ligue arabe, le Yémen. Le Yémen était parmi les 7 qui ont fondé la Ligue arabe. Et immédiatement après la naissance de la Ligue arabe, l'Irak et l'Égypte étaient presque venus à se faire la guerre. Merci, messieurs. C'est dire que les Arabes, et que ce sommet d'Alger, l'échec du sommet d'Alger était inscrit dans l'histoire. Merci, on pourrait vous garder longtemps sur ces deux axes de thématiques, d'ailleurs qui demanderaient énormément de réflexion. Voilà, l'indétournable 1er novembre 54, on a rendu hommage sur cette date importante et puis on a évoqué ensemble ce sommet arabe, bien évidemment. Bass Hamadan, merci Ibrahim Younsi et merci cher Karim Tabou d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe en régie, merci infiniment. Le programme continue sur votre chaîne. Bonne soirée à tous.